20 années de présence au sein de l'IDEA, directrice financière dès 2007 et aujourd'hui directrice générale. Caroline Descamps connaît tout de l'intercommunal de développement économique et d'aménagement du territoire. Originaire de Frameries, ingénieure de formation, promotion Waroquet 1991, la DG possède assez d'expérience pour relancer la machine. Quels sont les axes stratégiques et les actions à mener? Quelle est sa vision du développement économique et de l'aménagement? Pour répondre à ces questions, Caroline Descamps est l'invitée de Face à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans Face à vous. Merci d'être là. Bonjour Caroline Descamps. Bonjour. On va donc parler de l'IDEA, de développement économique et d'aménagement du territoire. Des termes un peu barbares, ça, non? Barbare, c'est mon quotidien, mais je peux comprendre que ce soit peut-être des termes barbares pour l'ensemble de nos téléspectateurs. IDEA, c'est jamais un nom que vous avez pensé changer pour être plus proche peut-être des gens? Mais en même temps, il est très connu, IDEA. Mais il est très connu, mais il est aussi associé à deux anciens métiers de l'intercommunal, à savoir les déchets, les poubelles, c'est IDEA, et la télédistribution avec IDEATEL. On a l'occasion, bien sûr, de parler de tout ça. On vous invite, bien sûr, ceux qui nous regardent, à réagir, commenter ou encore poser des questions via Twitter. Vous connaissez le hashtag, j'espère, Face à vous, compte Twitter, TLMB officiel. Alors, vous êtes arrivée directrice, vous êtes directrice de l'IDEA depuis mai de cette année. Vous êtes arrivée dans un climat assez difficile puisque on venait de faire des perquisitions pour une histoire de placement de fonds financiers issus de la vente de votre secteur de la télédistribution. C'était difficile cette période? C'est-à-dire que les perquisitions remontaient à 1 an. C'était en février 2011 et j'ai pris les fonctions en mai 2013. Mais effectivement, c'est une période qui n'a pas été facile, mais que j'ai pu traverser de manière posée et sereine, puisque cet argent, il est placé, il est entre de bonnes mains, le capital est garanti. Il n'est pas en Suisse, il est sur des comptes belges. On a acheté des parts de SICAV, de droit luxembourgeois, qui permettent l'exonération de précompte mobilier pour nos associés communaux, mais voilà, avec des décisions prises par le conseil d'administration. On ne va pas de toute façon rentrer trop dans une certaine forme de sérénité. Dans les détails. Où ça en est maintenant? La justice suit son cours et nous ne sommes pas spécialement informés de ce suivi. J'imagine que nous aurons des nouvelles un jour. Alors, la procédure qui vous a désigné est une procédure interne, c'est-à-dire il n'y avait qu'une seule candidate, c'était vous. C'est pas un peu gênant, ça, au niveau de la légitimité? Je me sens complètement légitime dans mon poste et je me le sens d'autant plus que malgré cette candidature unique interne, un jury avait été composé avec 3 directeurs généraux d'autres structures de Liège, de Charleroi, du Tournaisis, actifs à la fois dans le domaine de l'eau que nous gérons, dans le domaine du développement économique et dans le domaine des déchets, puisque nous avons quand même un passé important, plus toutes les familles politiques, administrateurs, présidents, vice-présidents du conseil d'administration, et que à l'issue d'une interview de 3 heures, j'imagine que celle-ci sera beaucoup plus courte, bien, à l'unanimité, ce jury m'a proposé au conseil d'administration, qui m'a également désigné à l'unanimité de tous les partis représentés. Donc, je me sens complètement légitime et plus encore par la reconnaissance des 310 agents de l'intercommunal. C'est par là que ça passe aussi. Je vous rassure, l'interview sera effectivement plus courte, elle ne fera pas plus de 20 minutes. Alors, vous avez remplacé une personnalité forte de la région, Jean-François Escarmel. Voici ce que vous disiez de Jean-François Escarmel dans la séquence qui vous présentait voici 6 mois. Monsieur Escarmel est un homme de près de 65 ans, je suis une femme de 44 ans, donc forcément j'aurai une empreinte différente. Maintenant, je m'inscris aussi dans la continuité de ce qui a été fait. Monsieur Escarmel est là depuis plus de 25 ans, nous lègue à moi et à l'ensemble des collaborateurs, je crois, une institution solide, assise financièrement, avec des collaborateurs d'une grande qualité. Maintenant, nous sommes dans un contexte économique, social, politique changeant, et donc forcément l'intercommunal évoluera au sein de ce contexte. Caroline Descamps, autre style, autre âge aussi. Quand vous êtes arrivé à la tête de l'IDEA, vous vous êtes dit que faut-il garder, que faut-il faire évoluer, que faut-il changer peut-être? C'est une question que vous êtes posée. C'est une question que je me suis posée, bien évidemment. Ce qu'il fallait garder, je pense que c'est l'ensemble des collaborateurs. Je parle de tous les collaborateurs, puisque chacun, nous sommes un maillon fort de cette institution que constitue l'intercommunal. Mais je pense qu'au niveau de l'organigramme, il fallait un peu restructurer les choses. Et donc, j'ai fait une proposition au conseil d'administration de restructuration de mon organigramme avec la création d'un conseil de direction, puisque moi, je suis vraiment dans le management participatif. C'est quelque chose pour moi qui est important. Ça change peut-être du passé? Complètement.
Cette vision participative. Cette vision participative de l'ensemble des directions de l'intercommunal, chaque direction faisant elle-même remonter les décisions de son service. Et donc cette participation pour moi est essentielle pour pouvoir avancer et mobiliser chacune des ressources sur un projet fort, une vision que j'ai défendue lors de mon jury, puisqu'on me demandait de présenter ma vision en 20 ans, mais vision que j'ai évidemment développée et construite avec ce nouveau comité de direction et qu'on a présenté à notre conseil d'administration la semaine dernière. Ce comité de direction, on peut dire, c'est le quick win de Caroline Descamps quand elle arrive à la tête de l'IDEA. Oui, mais c'était effectivement une petite révolution et je pense que c'était important pour moi de tout de suite mettre cette empreinte de management participatif. Alors, changement de style avec l'ancienne direction, on l'a dit, et on va le voir à l'antenne, c'était une des premières séquences réalisées par TLMB sur vous, elle a trait à l'épuration des eaux, et regardez, le style est complètement différent d'avant. L'ensemble en fait des stations de plus de 10 000 équivalents habitants sont terminées. Et en ce qui concerne le contentieux des plus de 2000, nous terminons à Vré et celle-ci, celle de Siro. Et le programme des plus de 2000 sera ainsi complètement finalisé. Voilà, ça nous permet d'entamer la première thématique liée aux compétences et à l'activité d'IDEA. Ça a trait à l'eau. La géothermie, alors on en parle beaucoup. Il y a, je vais pas dire, il y a un nouveau dossier qui sort de terre avec l'utilisation du puits de Glin, c'est cela? Exactement, avec Géothermia, qui sont ces 40 hectares le long de l'autoroute, pour lesquels l'accessibilité et la finalisation des travaux du MET a été longue. Et donc voilà, ces travaux, les bretelles sont construites. On attend encore le pont avec impatience. Mais la partie, en tout cas, des 40 hectares de terrain sont accessibles. Et donc, nous mettons en œuvre ces terrains qui ont comme particularité d'être alimentés uniquement à la géothermie. Donc, pas de conduite de gaz. Et avec cette imposition technique pour les entreprises qui voudraient y prendre place, de s'alimenter à la géothermie. Alors, on connaissait mieux l'activité de géothermie à Saint-Guilain. Est-ce que, sur Mont-Saint-Guilain, est-ce qu'on peut dire que c'est une activité qui va être rentable, créatrice d'emplois et bénéfique globalement pour le citoyen? Est-ce que ça va cumuler ces trois critères? Alors, rentable, l'objectif de l'intercommunal n'est pas de faire de la rentabilité, mais son objectif est quand même d'équilibrer ses comptes. L'autonomie financière de la structure est importante. Nous ne demandons pas, et nous estimons que nous n'avons pas à le faire, de moyens financiers à nos associés communaux qui sont dans une situation a fortiori maintenant difficile pour pouvoir développer nos projets. Donc il faut cette autonomie financière, mais l'objectif n'est pas de faire une rentabilité à tout crin, comme pourrait avoir un objectif d'un partenaire privé. Donc nous, ce que nous voulons plutôt, c'est de pouvoir différencier notre territoire et attirer des entreprises par un positionnement stratégique différent qui fera que le cœur du Hainaut et donc la zone IDEA attire des investisseurs plus que la zone de Liège, de Namur. On parle plus dans un second temps, une vision à moyen terme et créatrice d'emplois. Et est-ce que ce sera bénéfique pour le citoyen? J'imagine. Alors, le citoyen, je pense, sortira deux bénéfices. D'abord, un bénéfice de création d'emplois. Ça, c'est le premier objectif d'une zone d'activité économique comme celle-là. 40 hectares, c'est plusieurs centaines d'emplois qui seront créés demain. C'est aussi un bénéfice au niveau environnemental, puisque zéro émission de CO2 sur cette zone. Je pense que c'est important. Et enfin, c'est un bénéfice d'image aussi. Ce zoning nouveau, nous avons eu le prix de l'énergie belge de l'innovation en 2012. Donc je pense qu'il y a un triple profit à en tirer pour le citoyen. Alors, le core business de l'IDEA reste la création et le développement de zones d'activité économique. Dans votre rapport 2012, je pense, vous notez une diminution des bénéfices dus à la vente de terrain, je ne me trompe pas, recul de 12 hectares. Qu'est-ce qu'on annonce pour 2013? Alors cette année, je pense qu'on va pouvoir avoisiner pratiquement aux 20 hectares qui est l'objectif que l'on se fixe chaque année. Et donc effectivement, on a traversé l'effet direct de la crise sur une des activités de l'intercommunal, c'est le recul de la vente de terrain. Pourquoi? Parce que l'initiative privée est ralentie d'une part, et d'autre part, quand cette initiative privée est toujours là et a besoin de terrain, il y avait derrière quand même tout l'accès au crédit dont on sait quand même que les banques sont frileuses et donc demandent plus de garanties au niveau des entrepreneurs, et donc vous avez un ralentissement de toute cette activité d'acquisition de terrain. Alors, pour prendre l'exemple le plus connu, le géant américain présent à Saint-Guilain, donc c'est Google. Ils ont acheté 90 hectares. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite de la présence de Google en termes aussi de retombées d'activité et d'emploi? J'imagine que vous avez des différentiels ou des critères. Est-ce que vous êtes satisfaite de la mise en rapport de ces 90 hectares et de la création de l'emploi?
qui en découle. Et donc je pense que la vente à Google, l'objectif premier de la vente à Google... Vous avez dit oui ou non? Je vais nuancer ma réponse. Oui. L'objectif de la vente à Google et l'objectif premier n'était pas, comme tous nos autres objectifs de vente de terrain, un ratio d'emploi à l'hectare qui est imposé. Donc nous avons des zones, une zone Céveso, c'est minimum 15 emplois à l'hectare. Une zone d'activité économique mixte, c'est 30 emplois à l'hectare. Donc nous avons des ratios très précis pour justement ne pas, entre guillemets, gaspiller cette ressource terrain qui est essentielle en Wallonie. Google, c'est un peu différent, parce que Google, comme vous le disiez, c'est une image, c'est le géant américain. Et au travers du choix de ce géant américain de s'implanter dans Mons-Borinage Centre, c'est une image que l'on peut renvoyer à tout investisseur étranger de demain. Vous savez qu'il y a une structure wallonne qui est la Wexofi, par laquelle passent tous ces investisseurs étrangers et qui nous mettent en concurrence au cœur de l'Europe avec d'autres territoires, voire même au niveau même de la Wallonie. Quand des Johnson & Johnson, des H&M arrivent en Wallonie et voient que bien à Mons-Borinage on accueille Google, pourquoi? Qu'est-ce qui a intéressé Google? Et ça nous donne un avantage compétitif dès le départ. Dans ce positionnement d'attractivité, de dynamisation du territoire qu'on veut positionner. Donc ça, c'est l'image, elle est importante. Maintenant, il est vrai qu'en termes de ratio d'emploi à l'hectare, on n'est pas du tout aux objectifs que l'on se fixe de manière générale, mais donc on a cette différenciation stratégique en termes de positionnement qu'on veut pouvoir offrir. J'imagine que vous attendez quand même. Alors, Google vient d'entamer sa deuxième phase, c'est 250 millions d'euros d'investissement. Donc on est là aussi sur de la création d'emplois indirects, ces entreprises qui fonctionnent. On en a discuté avec eux d'ailleurs il y a 15 jours. Voilà, c'est essentiel. Et je suis en discussion depuis ma prise de fonction maintenant avec le représentant Google Europe qui n'est pas situé à Glun mais à Bruxelles, où Google en fait a pris le biais de la culture pour sortir de ces murs, voilà. Et au-delà de ce biais de la culture, maintenant ils veulent travailler aussi sur le biais de l'économique. Et forcément, l'acteur IDEA est l'acteur incontournable. Et donc ce dialogue est entamé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on pourra communiquer dans les prochains mois. On aura l'occasion d'en reparler dans cette interview. Bien volontiers. Alors, un petit jeu maintenant, si vous le voulez bien, une petite pause, oui, déjà. Oui. Donc, je vais vous donner 3 citations. Vous allez me dire qui sont à l'origine de ces 3 citations. Enfin, on commence une citation à la fois. Alors, dans les milieux économiques, il se dit proche de Caroline Descamps, directrice générale de l'intercommunal IDEA. Alors, qui est le il? Je ne vais pas vous demander qui a dit cette citation, mais qui est le il? Donc, dans les milieux économiques, il se dit proche de Caroline Descamps. Je pense que c'est Nicolas Martin. Voilà, vous lisez le vif. Oui. Voilà, vous êtes proche de lui, j'imagine. On peut pas être proche on peut pas être loin d'un bourgmestre de la ville. Des deux grandes villes du territoire, bien évidemment. Mais je pense que cette proximité avec les bourgmestres, elle est importante, quelle que soit la taille de la commune ou de la ville, bien sûr. Alors, qui a dit à Mons, sans le PS, on ne peut rien faire? Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est déjà plus compliqué. Pourtant, c'était aussi dans le même article. Dans le même article. Enfin, peut-être pas dans le même article, mais dans le même hebdomadaire. C'est Sabine Moucheron qui a dit ça, député CDH et chef de groupe au conseil communal de Mons. Beaucoup dans l'opposition, ils partagent cet avis. Si on n'est pas PS à Mons, on n'en sort pas. J'imagine que vous nuancez. Je nuance. En même temps, je pourrais rejoindre ces propos, mais c'est le choix des lecteurs. Donc, effectivement, il est important de tenir compte de l'expression de cette voix démocratique du citoyen. Et voilà, elle changera peut-être demain. Choix des lecteurs, bonne réponse. 3e citation et dernière. Nous travaillons vraiment de manière complémentaire et ce sera, je n'en doute pas, la clé du succès. Ça, j'aurais pu le dire. Exactement. C'est vous qui avez dit ça. Alors, c'est dans Une brique dans le ventre, en parlant de Cœur du Hainaut. Oui. Alors, l'IDEA est au cœur de Cœur du Hainaut. Je suis allé sur le site de Cœur du Hainaut et j'ai repris les projets suivis par Cœur du Hainaut. Et je ne vais pas vous demander de me faire le bilan, mais enfin, on voit que l'ambition est quand même énorme. Vous les voyez, les projets, c'est un seul bassin de vie. Déjà, un petit problème au niveau de l'expression. Un territoire durable, une qualité de vie capable de rendre fiers ses habitants et ses travailleurs, une dynamique économique, une gouvernance irréprochable, une image territoriale valorisée. Dites donc, c'est pas une ambition un peu démesurée, cela? Moi, je pense que pour pouvoir avancer, il faut être ambitieux. Mais cette ambition, elle doit être concrète. Alors, l'ensemble de ces valeurs que met en avant le Cœur du Hainaut est issu d'une démarche participative d'ensemble d'acteurs du territoire, mais également des ASBL, des citoyens. Donc, on est vraiment dans la vision Mon territoire en 2025. Est-ce que ça s'endort pas
peu, sans vous interrompre? On a l'impression qu'au début, il y a eu beaucoup de visibilité, beaucoup de ramdam, comme on dit. Oui. Et puisque ça ne s'endort pas un peu, tout ça? Eh bien, je vais vous dire que j'étais la première à considérer que ce projet de territoire était d'abord difficilement accessible intellectuellement, je trouvais, et très peu concret. J'ai compris que tout le travail de diagnostic qui a été fait était un travail lourd, important, qui a pris plusieurs années, mais qui nous donne maintenant le terreau de mise en place de projets très très concrets. Et j'ai eu la chance de prendre mes fonctions au mois de mai, au moment de la mise en place de cette nouvel appel à programmation du futur programme FEDER 2014-2020. Et j'ai considéré qu'il était du rôle du coordinateur du Cœur du Hainaut, c'est-à-dire de l'IDEA, de mettre ensemble tous les acteurs qui ont porté ce diagnostic du territoire, et donc je pense aux universités, aux instituts de recherche, aux centres de formation, aux centres de recherche, mais également à mes associés, les communes et les villes, de se mettre autour de la table pour ensemble dire, moi dans le cadre du projet FEDER, voilà quel est mon projet. Parce que ce projet, je pense qu'on peut bénéficier d'effets de levier et qu'il aura plus de sens si on le construit avec les projets des autres. Et en plus, si je ne m'abuse, le Hainaut sera région en transition, oui. Donc les critères seront différents, les moyens financiers inférieurs à ce qu'on a eu avant, donc il faudrait être sacrément organisé. Déjà, c'est un peu... non seulement... Les résultats sont en attente quand on avait une manne financière importante, maintenant on en a moins, il faudra bien s'organiser. Oui, a fortiori que le Hainaut n'est plus seul en Wallonie, c'est toute la région wallonne qui est en zone de transition. Et donc on doit pouvoir aussi faire la différence dans les projets que nous allons déposer par rapport à d'autres sous-bassins comme Charleroi ou comme Liège. Oui. Et donc il était pour moi essentiel que tous les acteurs du territoire se mobilisent et discutent et construisent leurs projets ensemble pour justement bénéficier de cet effet d'engouement que nous allons proposer donc, au futur gouvernement. Dans sa résolution, la région wallonne dit mettre l'accent sur la formation et l'emploi des jeunes. J'imagine que ce sera les deux priorités ici aussi. Ce sont les priorités, et ce sont d'autant plus les priorités que, à la fois, moi je me veux proche de mes actionnaires, donc des communes. On fait d'ailleurs avec mon conseil de direction le tour de l'ensemble des collèges pour nous présenter, entendre leurs besoins, leurs projets, pouvoir les aider dans leur concrétisation. Mais je fais aussi le tour des entreprises. Je rencontre des directeurs généraux de grosses structures, mais aussi de plus petites structures, puisqu'on a vraiment un panel important. Et ce que j'entends souvent dans les plus grosses boîtes, c'est deux problèmes majeurs. Le coût de l'énergie en Belgique, et il y a l'énergie en tant que telle, mais aussi le réseau de distribution, et la problématique de l'emploi. Pas tellement le coût salarial, parce que le coût salarial ramené à la productivité, lui, on a la chance d'avoir une main-d'œuvre de grande qualité. Mais par contre, le manque de formation, avec parfois un problème de trouver la ressource en main-d'œuvre disponible pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc moi, je pense que quand je mets à disposition différentes infrastructures, que ce soit bâtiment ou terrain, je dois pouvoir travailler avec les acteurs de la formation pour être certaine que l'entreprise, qu'elle soit du potentiel endogène, donc local ou étrangère, trouvera ce dont elle a besoin et faire cette offre commune ensemble de terrain, de financement avec l'Invest, de formation avec tant au niveau des universités que l'IFA-PME par exemple. Okay. Voilà, donc c'est évidemment essentiel. Est-ce que cela, ça pourra s'appliquer, par exemple, dans ce qu'on appelle l'industrie numérique, qui a la cote, entre guillemets, pour l'instant, et qui est vraiment le secteur d'avenir? Est-ce que, plus concrètement, vous avez l'IDEA à déjà des projets ou des actions participatives dans des thématiques numériques, dans l'industrie numérique? Alors, dans l'industrie numérique, bien souvent, là, on est face à des start-up pour lesquelles on a une structure spécifique qui est une filiale de l'IDEA, qui est la maison de l'entreprise, et où d'ailleurs le personnel d'IDEA est mis à disposition de cette structure. J'imagine que c'est une dynamique que vous soutenez. Ah, c'est une dynamique non seulement que je soutiens, mais que je veux développer plus encore, même si je pense que la maison de l'entreprise a vraiment fait ses preuves dans ce secteur de soutien à des startups, dans tout le domaine de ce qu'on appelle l'éthique. Mais nous devons aller plus loin. Et nous devons aller plus loin en pouvant... Alors, il y a évidemment la collaboration avec l'université, avec la chaire en entrepreneuriat. Donc, tout ça fait partie de ce domaine du numérique. On va plus loin demain, à nouveau dans le cadre d'une fiche FEDER, avec un projet qu'on veut déposer avec l'UMONS, deux instituts de recherche que sont Numédiar et Humanorc, pour faire ce qu'on appelle maintenant les Living Labs. En fait, ces entreprises du numérique et plus en avant des industries culturelles et créatives sont une forme d'écosystème particulier, mais qui sont vraisemblablement et véritablement, nous pensons tous, l'emploi de demain. Et donc, nous devons œuvrer au soutien de ce développement d'entreprises. Alors, un petit mot, et on enchaîne, hein, veuillez m'excuser, mais le temps passe. Un petit mot sur Mons 2015. Vous êtes satisfaite de la préparation de Mons 2015? Est-ce qu'on est bien préparé à Mons 2015?
Alors, est-ce qu'on est bien préparé? Moi, je ne vais pas me positionner sur est-ce qu'on est bien préparé culturellement. Je n'ai aucune légitimité par rapport à ça, même si ce que je vois qui se fait sont des choses de qualité. Je vais poser ma question autrement. Est-ce qu'on a bien intégré la dynamique locale pour préparer Mons 2015? La dynamique locale, moi j'ai eu récemment, et ça se faisait dans les locaux de l'intercommunal, une réunion avec les différents représentants politiques plus locaux et la Fondation, de façon à justement pouvoir intégrer cette dimension citoyenne dans les différents projets. On a l'exposition actuellement de Warhol qui préfigure déjà la qualité de ce que pourrait être 2015 demain. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel succès. Exactement. Donc ça, je pense qu'on peut tous s'en réjouir et qu'on voit déjà le niveau et la barre est placée haute, et ça c'est très bien, avec cette implication locale, citoyenne, qui doit peut-être encore se développer, et les retombées économiques qui sont essentielles. On prend souvent l'exemple de l'île 2004, et donc les retombées économiques sont importantes, et là l'intercommunal a son rôle à jouer, bien évidemment. Je vous ai imposé un petit marathon quand on a balayé l'actualité de l'IDEA. Merci, l'émission se termine déjà. Ça fait déjà 20 minutes qu'on se parle. Vous voyez, c'était pas 3 heures, mais c'était 20 minutes. Merci d'avoir été notre invité. De toute façon, on suit l'actualité et on aura certainement l'occasion de se re-rencontrer. Merci. Avec grand plaisir. Quant à vous, vous pouvez revoir bien sûr l'émission sur notre site télé-mb.be, sur notre channel YouTube, TéléMB TV, et vous pouvez commenter, nous suivre sur notre compte Twitter, #face à vous. Notre prochain invité sera Patrice Thierry, on en a parlé, de la maison d'entreprise. Je pense que c'est un choix d'invité qui est logique et qui nous permettra de poursuivre la conversation qu'on a entamée sur le redéploiement économique de la région. Merci de nous suivre, à la semaine prochaine, au revoir.